Dans cette session, nous abordons deux questions essentielles pour accélérer les transitions énergétiques dans les pays en développement et émergents. La première, comment permettre à tous les habitants de notre planète de bénéficier d'une énergie durable et abordable. La seconde, comment concilier développement énergétique au sud et réduction des émissions mondiales de CO2. Selon l'AIE, 1,2 milliard de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité et 2,7 milliards de personnes dépendent de la biomasse pour la cuisson de leurs aliments. Ces populations sont principalement localisées dans les pays émergents et en développement. Par ailleurs, alors que la planète dispose d'importantes ressources renouvelables, son approvisionnement énergétique reste à plus de 80% assuré par les énergies fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz. Enfin, au sud comme au nord, les systèmes énergétiques restent globalement très peu efficaces. Les moteurs qui font tourner les véhicules, les centrales thermiques qui alimentent les réseaux électriques ou les systèmes qui climatisent les bâtiments perdent en chaleur plus des 2/3 de l'énergie qu'ils consomment. En 2012, l'ONU a lancé l'initiative Sustainable Energy for All, SI for All, qui fixe 3 objectifs à l'horizon 2030. Un accès universel à l'énergie, un doublement des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial et un doublement des taux d'efficacité énergétique. Par ailleurs, l'objectif de développement durable numéro 7 est de garantir l'accès à une énergie abordable, fiable et soutenable pour tous d'ici 2030. Nous nous proposons dans cet exposé d'examiner comment décliner opérationnellement ces objectifs dans les pays en développement ou émergents. Nous distinguerons l'accessibilité à l'énergie durable, électricité et combustible, d'une part, d'autre part, le développement de l'énergie durable grâce au déploiement massif des filières renouvelables et d'efficacité énergétique. Dans les pays en développement et émergents, l'enjeu d'une énergie pour tous se présente différemment suivant qu'il s'agit de l'électricité ou des combustibles. La question de l'électrification concerne en premier lieu l'Afrique subsaharienne et certains pays d'Asie, l'Inde, les Philippines, l'Indonésie, comme le montre le tableau de l'AIE en figure 1. On note en particulier qu'en Afrique subsaharienne, le taux d'électrification reste globalement inférieur à 20%. L'électrification consiste à mettre à disposition un service de l'électricité assorti de modalités d'accès et de facturation adaptées aux différents types d'usagers et de zones concernées. On distinguera les zones bénéficiant du réseau national ou qui sont relativement proches de ce dernier, les centres urbains éloignés du réseau national. Certains sont déjà dotés de groupes diesel et d'un mini-réseau local, mais qui fonctionnent en général de manière peu satisfaisante. Et enfin, les villages et l'habitat dispersé, plus ou moins distants du réseau, qui comptent l'essentiel de la population dans les pays du Sud. Pour généraliser l'accès à l'électricité, 3 modes d'électrification peuvent être combinés. Premièrement, l'extension et la densification du réseau interconnecté associée à une politique de branchement adaptée. Dans les zones proches du réseau, en effet, ce mode d'électrification permet de distribuer l'électricité issue de centrales de puissance et d'assurer une péréquation entre les usagers ruraux et urbains. La rentabilité économique est assurée sous réserve que la population solvable soit suffisamment dense et que les extensions ne soient pas trop coûteuses en ligne. En second lieu, la distribution par un mini-réseau local, alimenté par une centrale isolée,
est bien adapté aux centres secondaires et bourgs qui sont trop éloignés pour bénéficier du réseau principal. Il s'agit alors de limiter l'usage du coûteux carburant fossile en développant des solutions hybrides à base de renouvelables, souvent solaires, et en intégrant dans le processus d'électrification des équipements économes en énergie, l'éclairage LED par exemple. La question de la tarification du service est déterminante pour assurer l'équilibre d'exploitation de ces mini-réseaux. Enfin, l'équipement par kit solaire individuel, à base de modules photovoltaïques et de batteries, est bien adapté pour les zones éloignées du réseau et pour l'habitat dispersé, qui reste majoritaire dans de nombreux pays en développement. Deux modes de facturation sont alors envisageables, sous forme de distribution d'un service électrique, qui est facturé alors selon le niveau d'équipement, ou sous forme de distribution d'un bien d'équipement, qui peut être payé comptant, à crédit ou en leasing. Comme le montre le schéma 2, on dispose maintenant d'un continuum de solutions d'électrification qui sont plus performantes et plus économiques que les systèmes traditionnellement utilisés par les populations hors réseau, tels que les lampes à pétrole, les piles, la recharge de batteries transportée à la ville voisine. Sans service d'électricité, en effet, la population paye 10 à 500 € le kilowattheure, alors que l'électrification permet d'offrir des services qui s'échelonnent entre 0,1 et 2 € le kilowattheure selon le niveau de service et de puissance mis à disposition. Dans la combinaison de ces solutions, on peut souligner que le réseau interconnecté est le seul modèle actuellement structuré au niveau des États. Il impose ses règles, tarifs, qualité de service, et reste la référence, malgré ses limites dans les zones à habitat dispersé ou éloignées des centres urbains de consommation. À noter cependant que les solutions décentralisées se développent rapidement du fait de la baisse des coûts du photovoltaïque et des possibilités maintenant offertes par la télégestion des équipements et par le prépaiement mobile. On parle souvent de solutions dites de pay-as-you-go. Les deux types de solutions, centralisées et décentralisées, gagneraient à s'intégrer dans des plans d'électrification globale qui restent à établir dans la plupart des pays. En matière de combustible, la biomasse est encore très utilisée dans de nombreux pays en développement et émergents. Consommée sous forme de bois ou de charbon de bois, près de 800 millions d'Africains et plus de 1,8 milliard d'Asiatiques en dépendent quotidiennement pour cuire leur aliment. En termes énergétiques, elle peut, dans certains pays africains, présenter des flux plus importants que les énergies fossiles, 60 à 80% de certains bilans énergétiques. Les prévisions de l'AEE en 2030 indiquent que ces chiffres resteront du même ordre. Renouvelable, si elle est gérée, la biomasse reste sous-considérée. Elle se situe à l'interface de politiques forestières, agricoles et énergétiques, mais fait l'objet de peu d'attention. Très peu de gouvernements ont développé des politiques d'approvisionnement durable des combustibles et rares sont les États qui se mobilisent sur ce secteur encore largement informel. En zone rurale, les prélèvements de bois de feu opérés par les populations pour leur propre usage ne sont pas en eux-mêmes un facteur important de déforestation. Dans les zones urbaines, les habitudes passent de pratiques de type rural, à base de bois, à des comportements à dominante de charbon de bois et de gaz. Ce passage s'accélère
à mesure que la taille de l'agglomération augmente. C'est en premier lieu l'approvisionnement des grands centres urbains qui pose problème, en particulier dans les zones sèches, les pays sahéliens notamment. L'enjeu porte essentiellement sur la régulation des flux d'approvisionnement et sur la gestion des forêts naturelles autour de ces agglomérations. Les stratégies doivent jouer simultanément sur l'offre et sur la demande en associant un ensemble de mesures. Une gestion de l'offre qui combine gestion des ressources existantes, reboisement et aménagement agroforestier. La production efficace de charbon de bois pour économiser la matière ligneuse, ainsi que des actions de maîtrise de la demande en intégrant les changements de pratiques culinaires et en appuyant la diffusion de foyers améliorés dans les grandes villes. La substitution de combustibles est également à considérer pour certaines zones urbaines avec l'introduction du GPL ou de briquettes de déchets agricoles excédentaires. Examinons maintenant la seconde question, celle du déploiement massif de l'énergie durable. L'énergie durable résulte de constructions volontaristes associant énergie renouvelable et efficacité énergétique selon des dosages à adapter en prenant en compte les filières, les secteurs d'application et les pays, et en associant plusieurs types de mesures réglementaires, tarifaires, fiscales, d'incitation de marché, ainsi que des outils de financement spécifiques. En premier lieu, il s'agit de traiter les filières d'énergie renouvelable dans leur diversité. L'appellation énergie renouvelable, ENR, recouvre en fait des filières très diversifiées liées à des ressources, des technologies et des secteurs d'application bien différenciés. On peut en particulier souligner une répartition des ressources extrêmement variée, certaines couvrant l'ensemble du globe, la ressource solaire, ou de larges surfaces, la ressource en biomasse, alors que d'autres sont localisées dans des zones limitées bien spécifiques, l'hydroélectricité, l'éolien, la géothermie. On peut aussi remarquer le très vaste champ des puissances couvertes par les ENR, qui comptent des systèmes de très grande capacité, comme par exemple les barrages hydroélectriques de plusieurs dizaines de gigawatts ou de très petits équipements de quelques watts, notamment avec le photovoltaïque. Enfin, il faut souligner une large fourchette de coûts de fourniture de l'énergie selon les ressources disponibles et les filières. Pour ce qui concerne les énergies intermittentes, solaires et éoliens, dont les coûts étaient historiquement plus élevés, on observe aujourd'hui une forte tendance à la baisse de ces coûts qui rendent ces filières très compétitives. Les énergies renouvelables conservent cependant la réputation d'être chères et d'exiger pour leur diffusion d'importantes subventions. Cette perception est erronée. Elle tient au fait que les systèmes renouvelables présentent des coûts d'investissement plus élevés que ceux à base d'énergie fossile. Leurs charges d'exploitation sont en revanche bien moindres et mieux maîtrisées. Les investissements en ENR, s'ils sont mis en œuvre de manière sélective, sont aujourd'hui économiques et se présentent souvent comme l'alternative la moins chère. Dans les pays en développement, l'intensité capitalistique des ENR constitue cependant un obstacle dans un contexte de risque souvent plus élevé. Cette intensité capitalistique des ENR requiert la mobilisation de davantage de financement à l'investissement. Voyons maintenant la déclinaison de l'efficacité énergétique
dans ces différents secteurs d'application. En matière de production d'électricité, l'amélioration de l'efficacité s'obtient principalement en récupérant la chaleur perdue dans les centrales thermiques. Différentes solutions pouvant être appliquées. Le développement de cogénération répartie sur le réseau, l'adjonction de turbines à gaz à cycle combiné ou des générateurs Rankine adossés aux grosses centrales diesel. Dans l'industrie, les modalités d'intervention différeront suivant l'incidence de l'énergie dans le chiffre d'affaires des entreprises, en distinguant celles très grosses consommatrices d'énergie, les cimenteries, la métallurgie, la chimie, celles moyennement consommatrices, le textile, la mécanique, les agro-industries, et les PMI dispersées et aux consommations plus diffuses. Plusieurs types d'investissements peuvent être rentabilisés à court-moyen terme: récupération de chaleur, moteur à vitesse variable, système de gestion de l'énergie, cogénération industrielle. Dans le bâtiment, la structuration des investissements et de leur financement varie si l'on agit sur les parcs immobiliers existants ou sur la construction neuve, les deux étant également importants dans les pays en développement du fait des volumes concernés. Dans le secteur du transport, très dépendant des produits pétroliers et du moteur à explosion, l'efficacité énergétique est liée à la capacité du secteur à développer les transports en commun, à limiter l'usage des voitures individuelles et à rendre attractifs les déplacements sobres, pistes cyclables, développement du fluvial. Le déploiement des véhicules électriques, porteurs de gains d'efficacité, est aussi appelé à se développer. Comme le montre le tableau 4, le déploiement massif des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique se construit de manière sectorielle, en distinguant deux secteurs en amont dans la chaîne énergétique, celui de la production-distribution d'électricité et celui de l'agriculture et de la forêt qui fournit les combustibles biosourcés, et trois secteurs en aval: l'industrie, le bâtiment et le transport. On peut maintenant donner quelques éléments pour conclure sur la mise en œuvre de la transition énergétique au Sud. L'initiative SE4All souligne bien les trois limites de nos systèmes énergétiques actuels à base fossile: le caractère non durable de leur alimentation, leur faible efficacité globale et leur inaccessibilité pour une grande part de la population dans les pays du Sud. Dans ces pays, la question de l'accessibilité se distingue clairement de celle de la maîtrise des émissions de CO2. La généralisation de l'accès peut se faire sans impact négatif sur les émissions de CO2, et ceci pour deux raisons. Les populations concernées consomment très peu d'énergie fossile. Les solutions, pour être financièrement durables, comporteront une forte proportion d'énergie renouvelable, solaire et biomasse en particulier, et d'équipements efficaces, comme par exemple les LED pour l'éclairage ou les foyers améliorés pour la cuisson. Si en 2012, les objectifs de SE4All paraissaient ambitieux, l'évolution des technologies et l'introduction d'innovations récentes permettent aujourd'hui d'escompter qu'ils peuvent être atteints, voire dépassés d'ici 2030. On peut citer à ce sujet de l'innovation l'intégration massive d'énergie intermittente dans les réseaux, la montée en puissance de l'électrification décentralisée et de sa télégestion, la construction de bâtiments intelligents ou le déploiement progressif de véhicules électriques. Il ne faut cependant pas sous-estimer les difficultés liées à la diffusion à grande échelle d'innovations qui bousculent l'économie des secteurs
et les pratiques conventionnelles. Au sud comme au nord, l'accélération de la transition énergétique mérite d'être accompagnée et soutenue pour faciliter le développement de ces innovations et leur appropriation par le plus grand nombre. Merci.